qu'on faisait à la radio, sur le site internet de Radioscoop, on est monté à plus de 2 millions de visites. Concurrent de Radioscoop te démarchait. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé confiné, au chômage, mais du coup Plus de clients. peu voire Peu. pas de clients, Ouais. et quasi aucune possibilité de développement à court terme. La cible, elle doit être précise. En faisant ce que tu préconises, on augmente ses chances. Hallucinant. La première chose, c'est d'être régulier, de pas se décourager. Bonjour, bienvenue dans le podcast des entrepreneurs et des futurs indépendants. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un ancien journaliste, aujourd'hui entrepreneur. Moi, c'est Bonjour Arthur. Arthur Aguilera et je suis le dirigeant de l'agence de communication Le Comptoir à Lyon. Bonjour Arthur. Il faut taper le... Vas-y, allez. Tac. Bonjour Arthur, donc très content de avoir un spécialiste de la communication et du marketing de réseau. Merci Parce de m'avoir que- invité, bonjour. Avec plaisir. Parce que c'est un sujet pour les personnes qui démarrent leur activité, qui en général est mis un peu de côté, alors un peu moins peut-être aujourd'hui avec les réseaux, mais voilà, j'aimerais bien avoir ton expertise là-dessus. Ouais. Et avant ça, expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton parcours, déjà familial, Ouais. c'est d'où? Alors moi, je suis originaire du sud de la France. D'accord, Je suis né à Marseille, j'ai grandi à côté d'Avignon ok, et je suis arrivé à Lyon il y a 21 ans maintenant d'accord. pour mes études. Pour mes études supérieures, juste après le bac, en 2004, j'ai fait une école de journalisme à Lyon. ISCPA, c'est ça? L'ISCPA, ouais, tout à fait, qui existe toujours. Et après, depuis, j'ai pas trop quitté Lyon. J'ai un peu navigué dans la région. J'ai travaillé sur Bourg-en-Bresse, sur Saint-Étienne, un petit peu sur Paris, mais pas très longtemps. Mhm. Mais toujours en gardant des attaches sur Lyon. Euh, Et tes parents, ils étaient dans quelle activité? Dans Mes quelle parents branche? étaient dans l'enseignement. D'accord. Ils étaient chefs d'établissement dans les lycées, proviseurs. Ouais. Et tes grands-parents? Et mes grands-parents, oula, alors il y a de tout, il y a de l'ouvrier, du côté de mon père, j'ai des grands-parents d'origine espagnole. Mhm. Et du côté de ma mère, euh, mon grand-père était plutôt commercial, voilà, il s'occupait de vendre des camions. Donc plutôt dans le relationnel. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené au journalisme alors? Qu'est-ce qui m'avait depuis tout petit, j'ai toujours voulu être journaliste, pardon. Et particulièrement en radio. J'adorais la radio. Chez moi, on écoutait tout le temps la radio. D'accord. C'était le rituel du matin, c'était France Inter tous les matins, tous les midis, la radio était en marche tout le temps. Et moi, j'ai toujours voulu faire ça, aussi loin que je m'en souvienne. Quand j'étais gamin, j'avais un petit enregistreur à cassette avec un micro et je m'enregistrais à faire des faux reportages, des choses comme ça dans ma chambre. D'accord. Et À quel âge déjà? mais c'était, je devais avoir quoi, 7-8 ans à Ah l'époque, ouais, ouais. d'accord. Très très tôt. Et ouais, très tôt, ouais. Ouais, ouais. Et après, j'ai fait les premiers stages en entreprise quand on est en troisième, les stages d'observation. J'ai réussi à le faire chez Radio France Vaucluse, D'accord. qui est devenu France Bleu Vaucluse, puis Mmh. ici maintenant. Ouais, ici maintenant. Première immersion dans le milieu de la radio, à découvrir tous les métiers qui permettent de fabriquer tout ce qu'on entend, Mhm. parce qu'il y en a énormément. Il y a des métiers éditoriaux, il y a des métiers d'encadrement, il y a des métiers d'animation, il y a des métiers plus artistiques, il y a des métiers plus techniques. Et voilà, puis je me suis dit, ce cadre, ce média, c'est quelque chose que j'adore. Donc voilà. Après, j'ai poursuivi le lycée, puis j'ai eu la chance d'être accepté dans une école de journalisme. C'est marrant parce que j'avais pas du tout j'étais pas un littéraire quand j'étais au lycée. Mhm. Mes notes en français, en philo étaient catastrophiques. Bon, j'ai eu mon bac, mais bon, j'avais pas d'accroche, j'avais pas d'appétence pour ça.
Et il a fallu que je rentre en école de journalisme pour que, enfin, un prof me dise: «Ah mais tu bien». D'accord. Donc en Tu fait, rédiges bien, c'est ça, tu captes c'est l'attention. ça. Alors que, mes rédactions en seconde, en première, j'avais 4-5/20 quoi. Ouais, ouais. Et en fait, c'est ce que j'ai aimé aussi dans ce milieu du journalisme, c'est une autre façon d'écrire, c'est beaucoup moins scolaire. Mmh. On n'a pas introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse. Mmh mh. Non, on va droit au but, on va à l'essentiel et on a un cheminement qui est beaucoup plus logique, qui est fait pour aller, qui est fait pour être lu en fait, qui est fait pour intéresser les gens Mmh. et on se rend compte que ces techniques-là, c'est les mêmes qu'on applique aujourd'hui en communication. On veut faire passer des messages, alors c'est pas les mêmes messages quand on est en communication ou quand on est en journalisme, mais l'objectif, c'est que le message passe et Bien qu'il sûr. soit pas déformé et on écrit et où on parle pour être lu ou pour être entendu et pour que, le destinataire du message le reçoive, intégralement. Et vous utilisez, tu avais appris en école, les techniques de copywriting, par exemple? On Parce apprend que toutes les techniques de base du journalisme, ça va être, la fameuse règle des 5 W, mmh, pour pas oublier, c'est-à-dire? voilà, qui, quand, quoi, où, Mmh. comment, pourquoi, voilà les, who, what, where, Mmh mh. when, why. Mmh. La règle de la pyramide inversée, partir du général pour aller vers le détail, Mmh. commencer par, réellement ce dont on veut parler et pas, faire une introduction qui va tourner autour du pot, même si, il faut poser un décor. Mais, quand on parle d'actualité, il faut que le sujet d'actualité, on rentre dedans dès le début, sinon on perd le lecteur ou Mmh. l'auditeur. Les différents niveaux de lecture qui sont hyper intéressants en fait aussi. C'est-à-dire, savoir que, ton titre, tes intertitres, tes légendes de photos, ton chapeau, tout ça, c'est des points d'entrée possibles pour un lecteur pour aller approfondir Le chapeau, tu peux peut-être définir, le ce que chapeau. c'est pour, C'est un petit peu l'introduction, c'est ce qu'il y a voilà, entre le c'est titre la et première ligne c'est ça. qui accroche l'attention, en Ouais, fait. tout à fait. C'est ce qu'il y a, ouais, entre le titre et le début de l'article réellement. Toutes ces choses-là, c'est des points d'entrée possibles Mmh. et on va pas forcément commencer à la lecture d'un article par, le début. On peut commencer par une légende de photos qui va nous interpeller. On peut commencer par un intertitre qui va nous interpeller Mmh. et ça, c'est hyper intéressant, je trouve aussi parce que, c'est la même chose qu'en communication. Si on n'arrive pas à accrocher quelqu'un par la porte d'entrée, qu'on Par le lui chapeau? par le chapeau ou par le titre de Mmh. l'article, on va lui offrir d'autres possibilités d'entrée et c'est chouette à faire, quoi. C'est À un mécanisme construire, sympa, ouais, ouais. on construit quelque chose et c'est réfléchi. Mmh. Mmh. Et du coup, quand tu as fait cette, école de journalisme et qu'ensuite tu as fait, donc tu as fait de la radio, tu as Ouais. été, chez Scoop, Espace, tout ça, Chez Radio Scoop pendant 15 Radio ans, ouais. Scoop, J'ai voilà, fait 15 Radio ans. Scoop pendant 15 ans, dans différentes locales de la région. Mmh. Chez Radio Scoop, j'ai commencé par, ça a été mon premier job c'était mon dernier stage quand j'étais, Mmh à mh. l'école. Mon premier job ensuite dès la fin de l'école, j'ai été embauché pour présenter les infos dans la matinale à Bourg-en-Bresse. D'accord. Donc tu Donc étais au micro, donc j'étais au micro, voilà. tous les matins à partir de 6 heures. Il fallait, que, les flash infos soient prêts. L'actualité locale, l'actualité, nationale importante, et derrière après j'ai fait Bourg-en-Bresse pendant 1 an, j'étais à Saint-Étienne puis sur Lyon où, je me suis mis à faire beaucoup de terrain, beaucoup de reportages de terrain, de la présentation d'infos, voilà. Faut être un peu couteau suisse quand on bosse dans les radios Bah, bien locales sûr. Mmh. et surtout qu'il y a eu cette espèce d'arrivée du web, Mmh mh. à ce moment-là. C'est à quelle année? Parce que ça a Bah, été un peu ça a été la ouais. d'après ce que tu m'as expliqué, en amont, c'était, c'est un peu la le balancement qui a fait qu'ensuite tu as eu l'idée de la C'est un peu création ça. de la société. C'est un peu ça. En fait, il y a eu l'info sur internet qui a commencé à se développer beaucoup. Là, on devait être je sais pas, dans les années 2010, début des années Mmh mh. 2010, Mmh. où on commençait à voir arriver, les chaînes d'infos qui faisaient des fils, en live sur leur site internet, les quotidiens aussi qui s'y mettaient, hem les radios qui étaient un média, qui est un média qui a quand même une certaine inertie, on essayait d'emboîter le pas à prendre ce virage quoi, pas le laisser Mmh. passer parce que c'est une nouvelle façon d'informer, c'est un média supplémentaire. Les radios sont partis là-dedans et on s'est mis à faire aussi de l'info écrite alors qu'avant on avait plus l'habitude de faire que de l'info, audio, parlée. Mmh mh. Mmh. Hem
Même si avant de parler, on écrit toujours ce qu'on va dire, hein, mais c'est pas du tout la même façon d'écrire. On s'est mis à faire ça et Radio Scoop a beaucoup investi dans ce changement. A raison d'ailleurs, hein, puisque la suite montrera qu'ils ont eu raison de le faire. Et a voulu se positionner comme vraiment un média local, que son site internet soit un média local à part entière. Mmh. Euh, et ils ont créé un service web à l'époque. Ouais, ouais. Ils ont lancé des réseaux sociaux. À l'époque où toutes les radios locales le faisaient pas forcément parce que ça demande des moyens en plus. Oui, puis il faut avoir, l'envie, Faut avoir l'envie, l'idée, la faut avoir les stratégie, ressources, mmh, exactement. Et puis faut pas le faire comme ça en se disant allez, je lance un site internet et puis bien sûr. les gars, vous allez écrire dessus si vous avez 2 minutes. Mmh. Non, faut une stratégie, faut savoir ce qu'on va mettre dessus, une ligne éditoriale, comme Mmh. l'antenne au final. Mmh. Donc voilà, et Radio Scoop a fait ça. Derrière, les chiffres ont été plutôt bons puisqu'ils ont créé un service web. Moi, au bout d'un moment, ils m'ont proposé de prendre la tête de ce service, de ce pôle digital. Tu sais pourquoi ils ont proposé à toi spécifiquement? Parce que ça faisait quelques années que j'étais là quand même. Je commençais à avoir un peu d'ancienneté dans la boîte. Le digital, c'était quelque chose qui, moi, m'attirait. Mmh. Voilà, et puis après, avant d'ouvrir un poste à l'extérieur, et ils m'ont En proposé à interne? des gens en interne, ouais. Mmh. Donc voilà, moi j'ai pris ça, j'ai commencé à beaucoup apprendre sur le tas aussi parce que typiquement Ah ouais, il y c'est le avait début. il y avait une community manager chez Scoop qui aujourd'hui est mon associé d'ailleurs dans la vie. Mais il y avait Émilie qui était community manager qui s'est retrouvée à lancer une page Facebook parce que le patron lui a dit tiens, lance une page Facebook. Mais il n'y avait pas de community manager à l'époque. Enfin, Mmh. la Mmh. formation de community management Non. n'existait pas dans les Ouais, écoles de tout com. à fait. C'est quelque chose qui est arrivé après. Donc voilà, et puis il fallait voir, on testait, on regardait, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Tiens, on se rend compte que quand on partage un article sur Facebook, il se met à faire des dizaines de milliers de clics alors que les autres articles sont beaucoup plus bas. Mmh. Pourquoi? Alors on va tous les mettre sur Facebook. Ah tiens, on les met tous sur Facebook, on se rend compte que on atteint quand même beaucoup moins de personnes. Donc il va falloir créer une stratégie pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre sur Facebook, qu'est-ce qui plaît. Comment fonctionne Facebook, les Mmh. notions d'algorithme. Savoir que il faut jouer avec l'algorithme, il faut essayer de trouver comment lui faire plaisir, comment l'alimenter, donc on sait que il faut que les gens restent un petit peu quand même sur Facebook, on va pas leur Mmh. mettre que des liens externes. Mmh. Donc il faut animer une communauté. C'est le vrai job d'un community manager, c'est vraiment Mmh. d'animer une Mmh. communauté. Voilà, et puis petit à petit, et Facebook, après il y a eu Instagram, donc créer des stratégies, des choses comme ça, avec un objectif toujours quand même de générer du trafic vers le site. Et aujourd'hui, ça, de toute façon, les algorithmes, ils varient, ils changent, ils Ils changent en évoluent. On permanence. sait Ouais. jamais vraiment où ils en sont. On On devine, devine, on ouais, devine, voilà. on devine, il y a Et des, c'est par des tests, c'est ce c'est que tu ça, disais. c'est ça, A, B. il y a énormément d'études. Je crois Mmh. que beaucoup d'agences, de grosses boîtes, de plateformes de programmation sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, sortent tous les ans leurs études qui permettent d'avoir quelques indices. Mmh. Mais oui, à quelle heure il faut poster, quel jour il faut poster. C'est bien beau d'avoir la théorie, Mmh. mais rien ne remplacera la pratique et l'analyse de ses propres communautés. Mmh. Parce que la communauté qui a été analysée par une plateforme, c'est pas forcément la tienne, quoi. Bien sûr. Et ta communauté, elle a ses habitudes. Mmh. Ça, c'est on est un peu dans le flou avec ces algorithmes. Donc c'est vraiment du test and learn en permanence. Et c'est ça qui est passionnant dans la com aussi. Ouais. C'est que il faut jamais tout prendre pour acquis. Mmh. On apprend en permanence et on a plein de choses à découvrir. Parce que tout change. Et le test and learn, c'est notre quotidien. Mmh. On essaye, on regarde, on fait le bilan. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a pas marché? Si ça a marché, top, on continue jusqu'à ce que ça marche plus parce que Mmh. peut-être que dans 3 jours ce sera plus bien. Si ça a pas marché, c'est pas grave. On peut changer son fusil d'épaule. Mmh. C'est le gros avantage du web. Mmh. L'avantage dans le digital, c'est que on a les retours tout de suite. Moi, dans les médias traditionnels où on parlait de la radio, j'ai bossé 15 ans en radio. En radio locale, on lance quelque chose, il faut attendre 6 mois pour avoir les premiers sondages, les premiers chiffres de médiamétrie, d'audience, pour savoir si ça a marché ou pas. Mmh. Donc cette inertie, on l'a pas dans le digital.
Donc il faut tester. C'est super bien quand même C'est d'avoir. une partie de votre Ah bah métier, ouais, en fait. ouais, bien Vraiment, sûr. une grosse partie de votre métier de passer par un Ouais. professionnel pour ça. Ouais. Grosse partie de notre métier, c'est d'analyser. Mmh. C'est de regarder dans une stratégie, si on se fixe pas des objectifs SMART, donc avec des KPIs qui sont identifiés Mmh. et auxquels on va se tenir, ça sert à rien en fait, il y a pas de stratégie. Il faut garder ces KPIs en tête et vérifier si vraiment, Quels sont les on les atteint. KPIs pour toi ce que tu Ça as va en tête? En fait, ça va dépendre, ça va vraiment dépendre des objectifs marketing du client. Mmh. Heu, Si tes objectifs, c'est de générer du trafic sur un site internet, mais ton KPI, ça va être le nombre de pages vues. Mmh. Si tes objectifs, c'est, de récolter de la data, tu vas avoir des KPIs sur la lead gen, sur la Mmh. génération de Mmh. leads. Donc ça va Mmh. être au nombre de leads que tu vas récolter. Donc le KPI, c'est les indicateurs, en C'est un fait. C'est ce que indicateur, tu vas c'est ça. surveiller Ouais, comme sur un tableau de bord. exactement. Tu vois ta jauge, tu vois? Bon Ouais, là, c'est voilà mon KPIs de visite et tout, c'est où il ça. en est. Ma stratégie de com, elle a pour objectif toute stratégie est là pour servir un objectif. Si mon objectif, c'est de vendre, mes KPIs, ça va être mon nombre de conversions sur mon site internet. Mmh. Donc ma stratégie, elle doit servir ma conversion. Après, on n'a jamais un seul KPI. Il y a toujours l'entonnoir marketing Mmh. où on va aller chercher d'abord de la notoriété, ensuite de l'engagement, ensuite de la conversion et après de la recommandation. Mmh. Voilà, et ça c'est la base. On va toujours et toutes les actions, il faut se dire dans quelle case elles vont et à quoi elles servent. Donc la notoriété, ça va être du coup la construction de la communauté, C'est ça. déjà. Et C'est le donc premier truc, c'est le plus difficile à faire. voilà. Ouais. Et du coup, ça passe par la visibilité. Ça passe par de la visibilité. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer et puis il faut être un peu créatif aussi quand on fait de Mmh. la com. Il faut Mmh. essayer Bien d'imaginer sûr. des choses, regarder tout ce qui se fait partout, essayer d'imaginer des trucs en se disant: ça tiens, ça va marcher». Ma notoriété, c'est pareil. La com, il y a je veux créer de la notoriété, donc je vais lancer une page Instagram, je vais mettre des posts. OK, ça va pas suffire. Enfin, on peut pas compter que sur le bouche à oreille, Mmh. Mmh. sur les premiers abonnés qui, en général, sont nos potes, notre famille, tout ça, Oui. et c'est hyper important de le faire et Mmh. ça, c'est une vraie aide aussi, hein. Ça, quand on lance sa boîte, les potes, la famille, Mmh. le réseau, qui vont partager les posts, ça va grainer un petit peu. Mmh. C'est ça qui va commencer à créer la C'est la notoriété. Il faut graine. bien amorcer la machine. Mmh. Hem Mais derrière, on va aller chercher, d'autres personnes qu'on connaît pas forcément. Parce que ils sont là, nos clients, ils sont chez les gens qu'on connaît pas. Parce que la problématique d'Instagram, tu me dis si j'ai une bêtise, mais c'est quand tu vas quand même vivre sur ta communauté débutante. Donc Mmh. si tu fais que ça va pas suffire. Non, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Non, non, on va aller chercher pour construire une communauté, soit on a une stratégie qui est uniquement organique et ça va prendre du temps. Soit on va, filer un peu de fric à Meta parce que, on veut qu'ils montrent nos posts à des gens Mmh. qui sont susceptibles de les apprécier et Mmh. d'y adhérer et donc de venir faire grossir la communauté. Mais pour que Meta, que ce soit enfin Facebook, Mmh. Instagram, Mmh. montre, nos contenus à des personnes qui ne nous suivent pas, il y a pas 36 solutions. Il y a une possibilité de le faire, sur de l'organique, hein. Il y a Mmh. la recommandation organique qui fonctionne bien. Mais là, c'est vraiment jouer avec les algorithmes et arriver à trouver quelque chose qui va, popper dans le milliard de contenus qui sortent. Soit, on paye et on fait des campagnes, on sponsorise, ces contenus. Du coup, donc là, on revient du coup sur pendant que tu fais une campagne, on arrive sur le budget. Quelqu'un qui démarre une société, elle se dit: «Bon, moi j'ai pas énormément de budget, la communication, oui, je sais, il faut que je me fasse connaître, oui, je vais faire des posts, oui». Mais en fait, souvent la plupart ne passent pas à l'acte parce qu'il y a tellement d'autres choses aussi à faire. Donc est-ce que tu pourrais donner, 2-3 actions simple qu'on peut mettre dans son planning en termes réguliers, qui fait que, petit à petit, justement, ça va permettre de Ouais. grossir la notoriété sans avoir un budget, La hallucinant. première chose, c'est d'être régulier. Même si et de pas se décourager. C'est-à-dire qu'au début, ouais, les posts, ils vont faire peu de vues, ils vont faire 3 likes, mais c'est pas Mmh. grave. Il faut continuer à alimenter l'algorithme. C'est en alimentant l'algorithme que l'algorithme va commencer à connaître, à vous connaître, à connaître votre boîte, à connaître votre stratégie, à connaître votre ligne édito, à voir ce que vous avez à vendre, et du coup, à commencer à identifier des personnes qui sont susceptibles
d'être intéressés et pouvoir vous faire apparaître, vous recommander de façon organique. Donc, il faut surtout pas se décourager et publier. Tenir un calendrier édito. Ça, c'est vraiment la base. Alors, un calendrier édito. Un calendrier éditorial, ça peut avoir la forme qu'on veut. Ça peut être un tableau Notion, ça peut être un tableau Excel, ça peut être un Google Agenda. Mais c'est là-dedans qu'il va y avoir tous les posts qui sont prévus et toutes les actions de communication, en gros, qui sont prévues sur un mois. Et ça, l'anticiper, avoir sa stratégie en tête pour pouvoir anticiper ça, se dire j'ai tant de posts qui vont être des posts pour faire de la notoriété, tant de posts qui ont un objectif plutôt d'engagement, tant de posts qui vont avoir plutôt un objectif de conversion. Et mes posts pour le mois, ils sont là, ils sont faits. Maintenant, j'ai plus qu'à les programmer. En plus, c'est pratique, on peut programmer et Instagram nous assure que ça ne nuit pas à la portée quand on programme les posts. Je peux les programmer ou je peux les poster à la main à leur hache que j'ai choisi. Mais vraiment, ce calendrier éditorial, c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est là-dessus qu'on va voir comment on va articuler sa communication. Et pas faire 2 fois le même post parce que on a oublié qu'on avait fait un post et on se dit le matin tiens, faut que je fasse un post sur LinkedIn. Ah oui, on fait le même Comme que la la semaine plupart dernière. des gens font. C'est ça. Et je dis pas, moi je le fais aussi. Hein, Oui, non, personne n'est parfait. Mais c'est vrai que là, c'est quand même, en faisant ce que tu préconises, on augmente ses chances. Bah oui. Et on définit sa ligne éditoriale, ce qui n'est pas simple. Est-ce que on définit tu peux ses objectifs. parler un peu, comment tu définis ta ligne éditoriale? La ligne éditoriale et la stratégie de com, elle sert les objectifs qu'on s'est fixés et on s'y tient. Et la première chose, c'est vraiment de savoir quel est l'objectif. Pourquoi je vais communiquer? Une fois qu'on a déterminé pourquoi on veut communiquer, il faut se dire à qui je veux parler. Donc ça cible. Les objectifs, la cible, ça c'est les deux choses à déterminer vraiment. Et de là, on va pouvoir vraiment faire découler la ligne éditoriale avec le ton. Comment je vais leur parler. Donc le ton, la vraie identité de la marque, elle va découler de ça. Mais définir une cible, et une cible précise, hein. Pas se dire ma cible, c'est les hommes et les femmes de 20 à 50 ans. Là, non, c'est pas on pas fait ça. l'entonnoir, c'est ce dont tu parlais. C'est ça. La cible, elle doit être précise parce que si on veut parler à trop de monde, on parle à personne. Il faut vraiment ça peut être frustrant de se dire ouais, mais mon produit peut aussi intéresser c'est d'autres personnes. contre-intuitif. Ouais, c'est très Et contre-intuitif. puis ça vient chercher un biais cognitif qui est aversion à la perte. Donc, Exactement. Mais non, le produit, il est là pour une cible et c'est à cette cible qu'on va parler. Et ça, faut le garder en tête et c'est pas facile de le garder en tête. Ok. Et donc, on va revenir un peu sur ton historique. Là, déjà, merci. Tu as donné quand même beaucoup de tips. Ouais, j'essaye. Hein. C'est intéressant, c'est très intéressant. Donc, tu fais tes armes, tu as un beau succès au niveau du digital à la radio. Et qu'est-ce qui te fait switcher vers la création de société, de ta société, de Le Comptoir? Le premier truc, c'était que ce qu'on faisait à la radio, ça marchait. Honnêtement, on a réussi à sur le site internet de Radioscoop, on est monté à plus de 2 millions de visites mensuelles et c'est devenu le site le plus visité de toutes les radios locales indépendantes de France. Donc c'est que ça marchait. On a réussi à avoir des communautés de dingue. On faisait des lives sur Facebook. Bon, ça fait un peu vieux maintenant de parler de Facebook comme ça, mais on faisait des lives sur Facebook de concerts où il y avait des milliers et des milliers de personnes qui suivaient les concerts en live. C'était top. Et ça, les choses dans une boîte, ça se passe pas toujours très bien, les relations entre les gens. Et puis moi, ça faisait 15 ans que j'étais dans la même entreprise. Et ce qui était marrant, c'est que tu m'avais dit que les concurrents de Radioscoop te démarchaient du coup. Voyant que ça fonctionnait, ils disaient mais attends, oui, c'est vrai, il a la martingale, qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'il y avait c'est pas forcément des concurrents parce que c'est des radios. Toutes les radios locales en France, enfin la plupart des radios locales en France sont regroupées au sein d'un GIE pour vendre de la publicité au niveau national, d'un GIE qui s'appelle les Indés Radios. Et il y avait d'autres radios de ce GIE, donc d'autres régions de France,
qui m'appelait pour savoir, c'était quoi la technique, quoi. Est-ce qu'on il y en a même une qui m'a envoyé son responsable digital, 2 jours Ah oui, en en stage. formation carrément. D'accord. Ouais, ouais. Donc ouais, 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 il y a eu ça. Donc forcément, bah, si on se dit que ça marche, que les gens ont envie de savoir comment on fait, t'appellent, c'est valorisant, hein, quand même, Ah bah, bien sûr. bah, pourquoi pas essayer de faire ça, aussi à côté. Donc moi, j'avais déjà une activité en indépendant à côté pour donner des cours, dans des écoles. Mmh. Oui, tu étais Ouais, prof à l'ISCPR, ouais. à ton ancienne Ouais, c'est école, en ça. fait. C'est ça, je donnais des Et cours de radio, des cours de journalisme, des choses mmh. comme ça. Marketing également? Non, j'étais vraiment resté sur le côté journaliste, D'accord, je donnais des cours de radio et d'analyse critique de l'actualité. d'accord. Et derrière j'étais, bah, avec Émilie, qui était la community manager, chez Mmh. chez Radioscoop à l'époque. On habitait, dans le même quartier, donc on faisait le trajet ensemble tous les matins, tous les soirs. Elle avait aussi son activité, un petit peu en indé, à côté. Puis, un jour, une opportunité, qui tombe et qui nous, ça faisait longtemps qu'on se disait: «Putain, on devrait essayer de faire quelque chose, de monter un truc, ça pourrait être sympa». Mmh. Mais ça restait des paroles dans une bagnole le matin ou au café Mmh. Mmh. avant de partir, travailler. Heu et un jour, ouais, il y a une demande qui tombe qui, nécessite, bah, qu'on bosse tous les 2 dessus. Et là, on s'est dit: «Bon, bah, on en parle On y va. depuis pas mal de temps, allez, on se lance, on tente le truc». On a prévenu, notre employeur quand même Mmh. qu'on lançait quelque chose, que ça se Mmh. faisait en parallèle, que ça avait Mmh. pas de conséquences, immédiates. Après, faut que, bah, l'objectif, Oui, que si, ça soit c'était clair, c'était ouais. voilà, Mmh. mais de pas le faire en traître, quoi, Mmh. Bien d'être sûr, bien honnête, sûr. on a Mmh. toujours eu une relation, de bonnes relations, avec eux, donc on Mmh. reste très honnête. Ouais, et on s'est lancé, puis petit à petit, on a commencé à avoir 1 client, 2 clients, 3 clients et puis le covid. Voilà, donc ça a été un peu le gros coup de frein, Mmh. parce que, bah, moi, j'ai signé ma rupture conventionnelle, fin février, 2020. 17 mars, Voilà. confinement. 17 mars, confinement, donc moi, quand j'ai signé ma rupture co, je m'attendais pas du tout à ça, hein, Mmh. juste avant le confinement, on nous dit, bah, télétravail pour tous ceux qui peuvent le faire, et on sait pas pour combien de temps. OK, donc moi, dans ma tête, j'avais la rupture conventionnelle signée. Je me dis: «Ah, attends, peut-être que je vais plus remettre les pieds ici, en fait». C'était pour avril, Mmh. la date. Donc, bah, je récupère à la hâte, un vendredi en fin de journée, toutes mes affaires, tout ce que j'avais à mon bureau, et voilà. Donc, là, on est confinés. Le La direction, m'appelle, me dit, «Bon, bah, vu que toi, dans 3 semaines, tu as terminé, tu es en chômage partiel, à 100%». D'accord. Ah OK, bon, bah, voilà. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé, confiné, au chômage, Mmh. sans avec une boîte, mais du coup, Plus de clients? peu, voire pas Peu? de clients. Ouais. Je remercie les quelques clients qui ont quand même continué Ouais. à nous faire confiance et à bosser avec nous, pendant cette période-là, mais peu, très peu, Mmh. et quasi aucune possibilité de développement à court terme. Mmh. Donc voilà, là, ça a été un peu la panique, mais bon, on est toujours là, plus de 5 ans après. Et donc du coup, tu as comblé, c'est-à-dire que tu as mis en veille, mais enfin, elle continuait cette La boîte? boîte a continué, ouais, la Voilà, boîte, donc c'était le comptoir déjà? c'était le comptoir. Ouais. C'était le comptoir qu'on a créé Et en janvier 2020. tu as repris un job, à côté? J'ai dû reprendre un job, 1 an et demi plus tard. D'accord. 1 an et demi plus tard, un job, un groupe de radio qui me faisait du pied depuis quelque temps déjà pour venir les aider à restructurer leur rédaction. Ça, c'était un job basé à Paris, donc j'y suis allé parce que le challenge était intéressant, l'offre était très intéressante. Mmh. Ça a duré 10 mois et après je suis revenu et je me suis reconsacré à 100%, au comptoir qui aujourd'hui, aujourd'hui on est une équipe de 6 personnes, on a nos bureaux dans les pentes de la Croix-Rousse, donc on est toujours là, quoi. Ça Mmh. fait plaisir quand même D'ailleurs, de se dire je mettrai le lien, ouais, avec plaisir. en dessous de la N'hésitez pas. vidéo. Et du coup, tu as commencé le comptoir donc avec Émilie sur le côté, digital, enfin ce que vous Ouais. faisiez, précédemment.
Maintenant, vous faites beaucoup plus de choses, vous faites des choses complémentaires, On vous fait faites ouais, on s'est lancé, vraiment sur le parce que notre expertise, c'était sur le web, sur les réseaux sociaux. Mais derrière, les stratégies de com, qu'elles soient sur le web, qu'elles soient, sur du offline, que ce soit de la publicité, il y a toujours des points communs et des choses qui se retrouvent. Donc l'idée, c'est que nous, on s'est entouré de gens qui ont des expertises en événementiel, qui ont des expertises en création graphique, en print, en et prestataire extérieur. en prestataire extérieur, mais avec des gens on a des prestataires extérieurs qui ont leur bureau chez nous. Mmh. C'est au final le prestataire extérieur, aujourd'hui, alors je devrais pas dire ça, je sais pas si c'est mais c'est un mode de rémunération. Bah, oui, ouais. Voilà, Mmh. c'est pas des salariés, ils ont Mmh. d'autres clients, ils ont ça, Ouais. on fait attention. Oui, c'est Mais ça, ouais. voilà, on connaît les L'URSSAF y règles, est très voilà, vigilant à ça. on fait attention. Mais ouais, c'est des gens qui bossent sur des missions très ponctuelles, mais qui apportent leur expertise. Parce qu'on peut pas avoir toutes les expertises. La communication, c'est très, très large, hein. Bien sûr, bien sûr. Quand je reçois des candidatures en alternance, et que je demande c'est pour quel métier de la communication, de la communication, bon, il faudrait quand même arriver à choisir parce que Ouais. c'est pas la même chose d'organiser un événement, c'est pas la même chose de créer un visuel pour une pub, c'est pas Mmh. la même chose de créer une stratégie pour un lancement de marque. Mmh. Pourtant tout ça, c'est de la communication. Donc on peut pas être bon en tout. Mmh. Faut arriver à s'entourer de gens qui Et se sont spécialisés. et qu'est-ce que tu dis à tes clients lorsque, le client te dit: «Bon, bah, voilà, moi je veux communiquer, sur le digital, je veux communiquer sur ci, sur ça. J'ai un budget, mais comment je vais pouvoir mesurer mon retour sur investissement, mon retour sur budget?» C'est toujours compliqué ça. C'est toujours compliqué. Encore avec le digital, on a les KPIs, Mmh. tout de suite. Le retour sur investissement, on le mesure tout de suite. C'est vrai que sur la communication plus traditionnelle, quand je sais pas, on achète un quart de page dans le Progrès, par exemple, Mmh. c'est difficile de savoir combien de personnes ont acheté après avoir vu ce quart de page. Mmh. Dans le digital, on traque les clics, on sait exactement combien de personnes ont cliqué, ont mis quelque chose dans leur panier, on convertit, sont passés à l'acte d'achat. Voilà, heureusement, le web nous permet d'avoir ces données-là. Mmh. Quand on est sur la construction de communauté, c'est pareil, si la communauté, elle grandit pas, on sait que c'est un échec. C'est vraiment ces KPIs qu'on a déterminés dans la stratégie. On sait quels KPIs on veut suivre. C'est eux qui vont déterminer le retour sur investissement. OK. Mais il y a un truc à pas négliger, c'est, oui, ça a un coût le marketing, mais ça a un coût qui est nécessaire. C'est Si C'est un personne investissement, connaît une marque, personne va acheter, quoi. bien sûr. Mmh. Et donc du coup, la marque, on parle toujours de construction de la marque, l'image de la marque. Ouais. La construction de la marque, c'est les différents éléments. Donc tu parlais des KPI, tu parlais de la notoriété, tu parlais aussi des ventes. Quand un client a une marque qui est pas connue et qui vient te voir, quelle est la première chose que tu vas regarder pour, pouvoir le développer son image de marque? La première qui vient me voir pour créer une stratégie de Voilà, com? il existe depuis un certain temps, mais il est dans le troupeau quoi, dans le peloton, Ouais. Tour de France et bon, il voudrait en sortir. Il voudrait, paraître, La première chose, c'est de faire un audit. mmh, Un audit des actions qu'il a mis en place. Quelles actions il a mis en place, comment il l'a fait et quel retour il y a eu dessus. Ensuite, c'est de faire une espèce de bench rapide, c'est-à-dire aller mmh, voir ce que fait la concurrence, mmh. étudier un peu le secteur. Voilà, ça c'est la base, et à partir de là, on va pouvoir dire: «OK, donc la stratégie qui a été mise en place, si aujourd'hui, ça fonctionne Ça pas, c'est que donne c'était pas? pas la bonne. Bien, c'est évident. Voilà ce qu'on te propose». On va peut-être, revoir le positionnement de la marque. Peut-être que le positionnement de départ était pas bon ou alors qu'il y avait pas de positionnement. C'est souvent le cas dans Ouais. les petites marques. Il y a pas de positionnement: «Ah non, moi je veux vendre à tout le monde, hein», Mmh mh, non, mmh. il faut repositionner la marque, à qui on s'adresse et du coup, comment on va s'adresser à ces gens-là. Faut pas oublier que pour vendre, il faut parler aux gens, hein, et nous, on le voit dans la vie de tous les jours. On s'adresse pas de la même façon à un pote de 30 ans, qu'à, monsieur le maire quand on le croise dans la rue. Évidemment.
Donc il faut adapter son discours et son ton, Avoir des à la cible, quoi. registres de vocabulaire et des registres C'est différents. ça Ce qui est dans et la jeune même, génération, parfois, c'est un peu plus compliqué justement de faire des différenciations comme ça en termes de registres. mmh, On a l'impression avec les réseaux sociaux qu'on peut parler à tout le monde de la même manière c'est et pas le cas. c'est pas le cas. Alors il y a des codes Oui. à adopter pour que ça fonctionne sur les réseaux sociaux. Mmh. On va pas avoir les mêmes codes sur Instagram et sur TikTok. Mmh. On va pas faire le même type de contenu. On peut, hein, ça peut Mmh. ça peut aussi être une stratégie de faire le même type de contenu. Ça se décide en amont. Mmh. Mais si on veut vraiment bien faire les choses, on va pas faire le même type de contenu et on va pas parler de la même façon sur TikTok, sur Instagram et sur LinkedIn. Pourtant, on C'est vend la pas le même même entreprise. public. C'est pas le même public et Mmh. c'est pas forcément le même objectif. Mmh. Et TikTok, qui était, très ado, avant le covid, Ouais. maintenant, c'est plus vrai. Heu, Bah, les ados du Covid ont vieilli, hein. ouais et non et puis même il y a je connais plusieurs entrepreneurs, alors plutôt dans l'aspect, coaching ou développement Mmh. personnel, qui sont sur TikTok sur Bien des sûr. sujets, notamment j'en pense à un qui est sur l'intuition, Ouais. et ils s'adressent essentiellement à des adultes, de Bah 30-40 ans, hein. oui, oui, oui. TikTok, oui, TikTok est le réseau social qui a popé, il y en a eu plein, hein, des petits réseaux qui se sont montés, Mmh. depuis Facebook, et Insta. Il y en a eu plein et TikTok est celui qui est sorti du lot, à la base pour la danse. Mmh. C'était ByteDance, Mmh. c'est encore le nom de la boîte, de la maison mère de TikTok, hein, mais Mmh. mais ouais, à la base, c'était des trucs de danse et puis petit à petit, ça s'est vachement répandu d'abord chez les jeunes. Puis c'est comme tout, hein, quand les gens voient leur ado, Mmh. scroller sur TikTok, bah, ils regardent un peu ce qu'il y a dessus et puis, les algorithmes sont tellement hallucinants Mmh. que, bah, on arrive à avoir du contenu qui nous accroche, qui nous plaît, donc on reste et la TikTok effectivement je veux pas dire vieillissant, mais dans les faits, si, là, Mmh. les utilisateurs TikTok sont de plus en plus vieux, même si ça reste quand même plus jeune Mmh. que Mmh. que Que, que Facebook ou Instagram. Facebook ou Ouais. Insta, ouais. Enfin, D'accord. Facebook, on en parle quasiment plus maintenant aujourd'hui, hein. Oui, je me C'est posais la ouais. question d'ailleurs, pour quelqu'un qui veut se lancer alors en B2C plutôt, Mmh. est-ce qu'il a et qu'il est pas sur Facebook, enfin il démarre, Ouais. est-ce que, tu conseillerais de quand même faire une page, de quand même alimenter Facebook? Si Alors sa cible est une cible, voilà 35, ouais, dans 55, tous les cas, il faudra faire une 4 page. sup, Il faudra faire une page parce que, si tu veux faire de la pub, mmh, sur Meta, bah, il faut renvoyer les gens vers quelque chose sur mmh. Facebook. Il y a quand même des gens sur Facebook, hein, on dit Facebook est Ouais, mort. Non, ouais, non, il y non, a quand non, même non, des il y a gens. beaucoup de monde encore, ouais. C'est juste qu'on consomme pas du tout la même chose sur Mmh, Facebook aujourd'hui. Facebook, c'était avant, c'était les forums. mmh mh, Forums de discussion. mmh. Aujourd'hui, Facebook, c'est ça, c'est les communautés qui fonctionnent. Mmh. C'est les communautés de quartier, c'est les communautés, d'affinités. Mmh. On suit des communautés, de, fans de bagnoles, des communautés de, je sais pas, moi j'habite la Croix-Rousse, donc Mmh. je vois la Croix-Rousse solidaire ou Lyon 1er, il y a pas mieux, voilà, c'est Mmh. ce genre de pages qui sont très actives, Mmh. où, vraiment il y a un fort engagement et où les gens discutent entre eux. Donc Facebook aujourd'hui a un peu tué les forums de discussion. D'accord. Après ça peut être intéressant pour une marque d'être présente dans ces communautés-là, parce Mmh. qu'on peut interagir au nom d'une marque, dans ces communautés. C'est toujours un peu touchy parce qu'en général, les gens aiment pas trop qu'on fasse de la pub, déguisée sur leur page communautaire. Bien sûr. Donc voilà. Mais ça veut dire qu'il y a des gens quand même sur Facebook qui sont présents, qui sont dans les communautés. Bah, autant leur mettre de la pub, ils vont voir de la pub, Mmh. autant Mmh. que ce soit pour notre marque. Donc Mmh. avoir une page Facebook, oui, c'est utile pour sponsoriser ou pour aller essayer d'interagir un petit peu, faut le faire avec parcimonie avec les communautés. D'accord. Donc quelqu'un qui se lance, qui, crée son activité, qui est plutôt en B2B par exemple, Ouais. ça va être LinkedIn qui même En si B2B, c'est LinkedIn du n'est LinkedIn. pas, Ouais. enfin c'est un réseau qui est de plus en plus, Mmh. Ouais, actif. il est ouais, de plus en plus actif, de plus en plus, de moins en moins professionnel. Mmh. Si on veut faire du B2B, il faut être sur LinkedIn. Il faut travailler son réseau parce que, il y a encore,
énormément de gens qui ont un réseau où il y a plein de gens qui connaissent pas. Mmh. Parce qu'on reçoit des demandes d'ajout Mmh. au réseau depuis n'importe qui Mmh. Mmh. qui veut en fait qui veut nous démarcher, hein, Mmh. Mmh. c'est du démarchage. Mais LinkedIn, ouais, il faut être présent et quand je dis que c'est de moins en moins professionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que la portée des posts qu'on fait sur les pages entreprises, bah, elle est ridicule par rapport à la portée qui sont faits depuis les comptes perso. Mmh. Donc il faut arriver à, sur LinkedIn, on incarne sa marque. Mmh. C'est la page du chef d'entreprise c'est le compte du chef d'entreprise qui va porter la marque. C'est hyper intéressant aussi comme fonctionnement, mais le compte la page entreprise, bah, on se rend compte que les chiffres sont pas très bons, les algorithmes favorisent pas ça. Mmh. C'est plus la parole à la première personne. Il faut vraiment incarner, être très personnel sur LinkedIn. Mais ouais, en B2B, c'est un réseau sur lequel il faut être, quoi. Mmh. Il y a pas à chercher, hein. Et en nombre de postes par semaine, que tu conseillerais, parce qu'on entend différentes choses, on Ouais, entend minimum 2, si tu en fais trop, ça va nuire à tes résultats, qu'est-ce qu'il en est j'ai exactement? envie de dire, dans tous les cas, le minimum 2, c'est une règle de base. Mmh. Minimum 2 posts par semaine, c'est bien. S'il y en a un petit peu plus, c'est mieux. Poster tous les jours sur LinkedIn, on va lasser sa communauté. Mmh. C'est donc et après, ça va vraiment dépendre de sa communauté. Encore une fois, on teste et on voit ce qui marche avec sa communauté. On voit si, moi j'ai vu des posts dimanche soir à 21h qui cartonnent. Parce que, bah, la communauté était présente sur LinkedIn le dimanche soir à 21h. Mmh. Alors qu'on se dit, faire un post un dimanche soir à Mmh. 21h, ça sert à rien. Mmh. Heu, Bah, non, là, ça marche. Donc, il faut tester, il faut voir. Avec ta communauté, ça peut fonctionner le dimanche soir à 21h. Peut-être qu'avec, la communauté de ton voisin, ce sera pas le cas. Et de toute façon, c'est en faisant des posts qu'on va voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc vraiment le conseil number one, tu parlais de ligne éditoriale, mais Ouais. tu parlais également de création de communauté. Mmh. La création de communauté, il faut que le type de client soit défini de manière Ouais. précise Mmh. par rapport à ses besoins et Ouais. c'est ça qui va définir la communauté et donc définir ta ligne éditoriale, Ouais, quoi. c'est ça. Et surtout, s'y tenir à la ligne éditoriale. Mmh. Ça, c'est important parce qu'on crée une communauté à partir d'une ligne éditoriale, donc on crée une communauté à partir d'une promesse. Mmh. On dit à des gens qu'on va leur donner ça. Bah, derrière, cette promesse, faut la tenir. C'est ça qui est important. Mmh. On a souvent tendance à se perdre un peu, à s'égarer. Allez, ça fait 3 mois que je suis ma ligne édito, là, hop, je vais m'écarter un petit peu parce que j'aimerais bien avoir une Mmh. autre cible. Bon, Mmh. si on veut repositionner la marque, ça peut être intéressant, mais ça se travaille en amont. Mmh. Tant qu'on fait pas un travail pour voir réellement si le repositionnement peut être intéressant, bah, on se tient à sa ligne éditoriale et on n'oublie pas sa communauté. Mmh. Parce que même sa cible, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans la cible tous les jours, hein. Donc ces gens à qui on s'adressait pas à la base peuvent rentrer dans la cible et du coup, être destinataires des messages qu'on a à faire passer. Et pour créer la communauté, qu'est-ce que tu penses des outils, type Wallaxy ou des choses comme ça qui, sur LinkedIn notamment, qui, permettent de Ouais, travailler ça? ça peut être intéressant, ça a un coût, j'ai l'impression de plus en Important. plus important, pour avoir des résultats. Mmh. C'est des choses qui sont intéressantes, hein, mais essayons de créer une communauté, avec les outils qui sont mis à disposition par les plateformes. Je pense honnêtement aujourd'hui que les plateformes, si on joue le jeu d'utiliser leurs outils, vont avoir tendance À à favoriser. favoriser un petit peu le ranking. C'est des choses qu'on voit c'est des choses qu'on voit, assez régulièrement sur les comptes. C'est-à-dire que quand on fait du LinkedIn, bah, il faut utiliser tous les formats qui sont mis à disposition. Faire du sondage, faire de l'article, faire, du post classique, faire du post, album photo, faire du post PDF et faire de la vidéo. Pas se cantonner à un seul format parce que: «Ah tiens, on m'a dit que, sur LinkedIn, c'est la vidéo qui cartonne en ce moment, donc Mmh. on fait que des vidéos». Non, il faut varier, il faut utiliser tous les outils qui sont mis à disposition. Sur LinkedIn, même le Sales Navigator de LinkedIn, il fonctionne super bien, hein, Mmh. pour aller choper des gens. C'est un super outil.
ça a déjà un coût. C'est-à-dire comment ça fonctionne? C'est le système pour aller cibler d'autres comptes LinkedIn, Mmh. récupérer de la data, générer du lead ou faire croître sa communauté. Mais c'est propriétaire À à LinkedIn. LinkedIn, ouais. Donc c'est hyper intéressant. Ça fonctionne très bien. Faut se plonger dedans parce que c'est complexe d'aller vraiment là encore une fois on va cibler sur LinkedIn quand on est en B2B, on a Mmh. des possibilités de ciblage qui sont juste géniales quoi. Mmh. On Mmh. peut cibler un poste particulier sur une tranche d'âge particulière, sur une zone géographique particulière, dans tel type d'entreprise, qui est des relations déjà avec des gens que je connais, c'est Très pointu. c'est hyper pointu. On délivre un message hyper précis et on a en tout cas, quand on fait des campagnes, dernièrement, j'ai fait pas mal de campagnes de génération de leads sur LinkedIn pour un Mmh. client. Mmh. Ben, on a des super résultats, quoi. On a des super résultats. Par contre, ça a un coût. Oui. Voilà. On a des leads très qualifiés, mais le Tu as lead une idée qualifié, il a un coût. de quel niveau de coût on parle? Sur, C'est-à-dire que, par exemple, lorsque dans ton business plan, tu peux prévoir ça ou que bah, j'ai envie de te dire, ça va dépendre de ton secteur, de ton panier moyen bien sûr. et de la concurrence que tu vas avoir Donc la sur benchmark que ton. tu as Ouais, fait c'est avant. ça. Parce que tu vois, tu montes une marque pour vendre des sneakers en ligne. Mmh. Tu vas vendre tes sneakers, je sais pas, 90 balles. Toi, tu vas les acheter 50 balles. Tu as 40 balles de marge dessus. Tu as un secteur ultra concurrentiel. Ton clic enfin ton CPM, ton coût pour 1000 affichages va pas être va être allez assez bas, mais derrière tu vas peu convertir parce qu'il y a beaucoup de Beaucoup de concurrents. monde, ouais. Par contre, t'es serrurier, tu travailles le soir pour aller faire des dépannages en urgence. Ton panier moyen, il est à 1500 balles parce que quand tu crochettes une serrure, faut la remplacer derrière. Mmh. Si ton CPM est très élevé et que ton coût par conversion il est à 100 balles, ton panier moyen à 1500 balles, il le couvre largement. Mmh. Mmh. Donc ça, c'est des choses qu'on va déterminer en amont en fonction de ce que tu vends. Mmh. On Donc peut pas dire il faut investir tant quoi. quand vous avez un client donc c'est dans l'audit, en fait, ce que tu disais. Ouais, C'est-à-dire tout c'est ça. ça, ça fait partie C'est de ça. l'audit Ça fait partie de l'audit, ça fait pour partie de la voir stratégie voilà, qu'on va pour créer. définir. Ouais, ouais. Donc si on résume, premièrement, benchmark, voir un peu ce que fait la concurrence. Ah, ça, c'est hyper important. Ensuite de ça, définir sa stratégie de communication liée Ouais, après avoir défini son type de client ouais, et ses objectifs. et ses objectifs, Ouais, voilà. Et quand on dit, type de client, c'est être très précis c'est précis, et par rapport aux besoins et ouais. pas forcément la couleur de cheveux, Non, l'âge et ça, ce c'est qu'on voit exactement, trop c'est souvent. déterminer les besoins, les freins, Mmh. et en gros, dans la communication, on doit aussi répondre à quelque chose, c'est lever les freins à l'achat. C'est-à-dire que ma cible, j'ai fait le persona, je je lui ai donné un prénom, un lieu de vie. Je la connais tellement bien que je sais exactement pourquoi elle va acheter ou pas acheter mon produit. Mmh. Et ma communication, bah, elle est là pour répondre à ce frein qui pourrait la freiner à acheter mon produit. Bien. Et là, on rejoint un sujet qu'on abordera dans d'autres podcasts, c'est, les freins au niveau de la neuroscience Ouais, et tout ce qui est neurotransmetteur qui fait qu'on on a des freins psychologiques, émotionnels, ouais. inconscients Mmh. qui doivent être levés par la communication. Mais les neurosciences et la communication, Bah, c'est hyper lié. capital. Ah Ouais, ouais, ah ouais. D'où le copywriting. ouais, ouais, ouais. Parfait. Bah, justement, on parlait de communauté, donc vraiment, je compte sur vous pour, nous aider à ce que ce podcast, grossisse. On a un objectif, c'est les 100 000 abonnés. Comme beaucoup de podcasts, on en est au début et franchement, si vous êtes content de ce qu'on vous apporte, voilà, je compte sur vous pour participer à cette communauté en vous abonnant, en nous donnant des pouces bleus, tout ce qui va nous permettre, de nourrir ce fameux, algorithme. Je compte vraiment sur vous. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais comme on parlait de C'est im communauté, c'est vraiment c'est important. très important. C'est un vrai moyen de soutenir les chaînes de podcast et même les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, c'est de s'abonner. C'est de Ouais. s'abonner, c'est de partager leur contenu. Je le disais tout à l'heure, quand on se lance, notre premier réseau,
c'est nos potes, c'est notre famille, et c'est vraiment, c'est un vrai soutien, le fait de partager les différents éléments pour essayer de faire grossir cette communauté. Et là, c'est pareil pour les chaînes de podcast, quoi. Et on arrive, il nous reste, 9 minutes. Du coup, je vais en profiter pour parler un peu de ta vie d'entrepreneur, Mmh. puisque tu es passé du salariat le comptoir, il a combien d'années maintenant? 5 ans. 5 ans, Ouais. voilà. Heu, Quelle est la 1re difficulté ou la première erreur que tu as faite, dont tu as tiré des enseignements en tant que chef d'entreprise? Ouf, On en fait beaucoup au début de ouais, toute façon, ah bah, c'est oui, oui, de normal, toute façon, et c'est comme ça qu'on apprend. heu, la première erreur que je Dont tu as tiré l'enseignement qui fait que, tu as heu, grandi en tant que ouais, trop chercher à avoir des prestataires, des partenaires pas chers. mmh, Je pense à des choses clés comme la comptabilité, comme tous les accompagnements qu'on peut avoir pour nous aider, dans le développement du business. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'offres, sur internet, sur les réseaux sociaux de pas cher. Si c'est pas cher, c'est que c'est une raison. c'est que ça vaut pas cher. Mmh, Voilà, mmh. je pense que c'est vraiment la 1re erreur qu'on a fait, ouais. Ouais. Et du coup, financièrement, quand vous avez créé, Mmh. est-ce que tu as eu des aides? Est-ce que tu as cherché, ou tu es rentré Alors, dans certains réseaux ou non, pas du tout. non? Pas du tout. Ça, c'est peut-être aussi une erreur qu'on a fait, de pas chercher à se faire un peu mentorer sur la création d'entreprise. Parce que, quand on est salarié, on n'est pas entrepreneur, hein. On sait produire. Mmh, Ça, on mmh, sait produire, c'est notre métier, mmh, et on monte une boîte parce qu'on aime ça. mmh, Mais derrière, il y a tous les autres pôles de l'entrepreneuriat qu'on connaît pas. On n'est pas commercial, on n'est pas comptable, on n'est pas, DAF, on n'est pas, voilà, la gestion, l'administratif, tout ça, et rentrer dans ces réseaux, c'est quelque chose qui, je pense, peut pas mal aider. mmh, mmh. Et qu'au début, nous, on n'a pas fait. Bah, aussi parce que il y a eu le Covid qui est arrivé à ce moment-là, hein. Oui, c'est vrai que ça a pas aidé, Voilà, mais ouais. Après, après Covid, on aurait pu, mais ouais, 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 s'entourer et intégrer ce genre de réseau, je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Après, au niveau aide, non, nous, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu, après, on n'a pas une agence de com, au final, on la monte avec son ordinateur, hein. On n'a oui, pas c'est ça, d'investissement, il y a industriel, il y a pas pas de, non, 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 on et bossait de même chez les nous, charges fixes sont ouais. pas énormes. Ouais, c'est ça. Mmh, On bossait dans notre salon, on était 2, voilà, mmh. et avec nos ordinateurs, on a commencé à lancer la boîte comme ça. Après, les premiers investissements, ils se font, plus tard, quand tu commences à prendre des locaux, à avoir des salariés, voilà. Là, c'est Qu'est-ce qui a déclenché la 1re embauche? la première embauche, bah, la croissance de l'entreprise. On avait besoin de s'entourer de professionnels, notamment sur, la première embauche, ça a été, une directrice artistique, parce que, on voulait développer cette branche. En plus, il y avait une spécialité un peu print, Mmh mh. donc on voulait développer aussi un petit peu le print parce que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, et ça a été la première embauche. Après, derrière, il y en a eu une deuxième, et puis, maintenant on est 6. Alors, avec des freelances, on est 6 à travailler en équipe, quoi. Mmh. Et donc tu parlais de stratégie. Aujourd'hui, la stratégie, de Le Comptoir, c'est quoi pour, 27? Bah, la stratégie, c'est de continuer à développer l'entreprise, sur nos savoir-faire, capitaliser vraiment sur ce qu'on sait faire. Aujourd'hui, on accompagne toutes sortes d'entreprises, heu, qui vont du commerçant, de quartier à, l'agent immobilier indépendant, à, des grosses structures comme GL Events. Mmh mh. On vient de re-signer pour la 4e année consécutive la communication de la Foire de Lyon. D'accord. Donc on gère toute la stratégie social media en B2B et en B2C de la Foire de Lyon, et bah, c'est de continuer à se développer dans ces secteurs-là, d'aller chercher peut-être un peu plus d'événements,
La communication autour des événements, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de notre savoir-faire, de ADN, notre ouais. ADN, ouais. Donc C'est ça, pas pour rien, ouais. c'est un persona, en fait, Ouais, ça. tout à C'est fait, ça, là. tout à fait. Et tu en as un deuxième où c'est quand tu parles des commerçants, Oui, c'est des individuels, des petites structures. Donc ça, c'est aussi un autre type. ouais, Voilà. Vous en ouais, avez ouais. quoi? Vous avez 2, 3? Deux, Parce que trois au de persona. niveau Non, on persona. a en persona, en général, on se focalise sur une cible principale, une cible secondaire et une Mmh. cible relais. D'accord. Voilà. C'est les trois qu'on a. Le relais, Bien. c'est pas forcément lui qui va acheter, mais il va être prescripteur. Mmh. Donc auprès de la cible principale ou de la cible secondaire. Et la cible secondaire, elle a quoi comme caractéristique par rapport, qu'est-ce qui la différencie de la principale? Alors en général, elle est très proche de la principale, Mmh. mais c'est vraiment un 2e levier qu'on peut actionner, quoi. Mmh. C'est ça évite ça permet de diversifier un peu sa communication, sans vouloir parler à tout le monde. Mmh. Ça, c'est la grosse erreur qu'on fait. On se dit: «Non, non, mais moi, je veux m'adresser à tout le monde». Mmh. Si on veut parler à tout le monde, on Pas à parle à personne. personne, ça c'est Ouais, classique, ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Mais c'est vrai, hein. Mmh. Ça paraît être impulsif, mais c'est vrai. On le Et voit. du coup, quand tu parles de cible secondaire, est-ce que tu parles des personnes, en fait, qui décident, mais qui ne signent pas, qui ne payent pas? C'est-à-dire que, par exemple, dans une société, parfois, tu as le responsable en B2B, c'est le responsable technique qui va décider que c'est toi Mmh mh. qui veux, Ouais. mais c'est l'acheteur qui, décide de passer la commande ou pas. Alors, ça va plus être, en fonction de mon offre. C'est-à-dire que moi, si je prends le comptoir, j'ai une offre, de communication, qui va être des campagnes de publicité, des campagnes social media, de la gestion de réseaux sociaux, de la mise en place de stratégies, du positionnement de marque, ce genre de choses, qui va être pour ma cible principale, c'est mon activité principale. Derrière, je peux avoir, j'ai aussi une activité sur de l'événementiel, Mmh. où on peut créer des événements de A à Z, clé en main, pour les entreprises, là, je vais pas parler à la même cible. Donc c'est mon panel d'offres et mon éventail d'offres qui va déterminer, ma cible secondaire. D'accord. OK, très clair. Bah, écoute, je te remercie beaucoup Arthur pour tous ces conseils, Bah, ces merci à tips et toi. ces éléments. Merci à toi de m'avoir C'était, je invité. pense, très riche et j'espère que nos auditeurs, auront apprécié. Et puis, je te dis, à bientôt, au À très Paddies, à vite. la Croix-Rousse. Oui, on peut se recroiser, c'est sûr. À très Merci vite. Arthur. Merci.